Septième épisode, une tête dans la lucarne. Par amour pour la pure Isabelle, le baron de Sigognac s'est engagé dans une troupe de comédiens ambulants et y tient le rôle du matamor, sous le nom de capitaine Fracasse. À Poitiers, le baron se voit contraint de provoquer en duel le duc de Vallombreuse, qui importunait la jeune fille. Il blesse son adversaire, mais celui-ci ne renonce pas pour autant à séduire la comédienne. Quant à Isabelle, elle déclare à Sigognac qu'elle l'aime, mais qu'elle se refuse à devenir sa femme. Surtout mon oncle n'allait pas dormir. Ça ne serait pas aimable pour moi et contraire aux lois de l'ancienne galanterie que vous vantez toujours. Soyez tranquille, ma chère Yolande. Quand les fadaises et billevesées que débitent ces baladins m'ennuieront par trop grièvement, je regarderai. Et soudain, j'ouvrirai l'œil clair comme un basilic. Des applaudissements frénétiques éclatèrent de toutes parts à l'entrée du capitaine Fracasse. À coup sûr, Sigognac n'était point vaniteux, et son orgueil de gentilhomme méprisait ce métier de baladin à quoi la nécessité l'obligeait. Cependant, nous ne voudrions pas affirmer que son amour-propre ne fût quelque peu chatouillé de cette approbation chaude et bruyante. Le capitaine promena dans la salle ce regard que ne manque pas d'y jeter l'acteur, pour s'assurer que les banquettes sont bien garnies, et deviner l'humeur joyeuse ou farouche du public sur quoi il modèle son jeu, se donnant ou se refusant des libertés. Tout à coup, le baron eut un éblouissement. Il venait d'apercevoir Yolande de Foix, tranquille et radieuse en sa loge, qui fixait sur lui ses beaux yeux pères. Encore elle? Ah, honte! Oh, rage, au mauvais tour du sort. Oh, mais peut-être ne m'a-t-elle point reconnu derrière cet ignoble masque. Qui supposerait un Sigognac sous cet habit de singe savant? Allons, du courage. Faisons feu des quatre pieds. Si je joue bien, elle m'applaudira. Donc, Scapin, il me faut tenir à deux mains ma vaillance. Faire trêve aux duels, guerre, massacre, dévastation. Sac de ville, lutte corps à corps avec les géants, tuerie de monstres, à quoi j'occupe ordinairement les férocités de mon indomptable bravoure. Je me repose, que la mort respire. Mais à quel divertissement le seigneur Mars, qui, près de moi, n'est qu'un bien petit compagnon, passe-t-il ses vacances et congés entre les bras blancs et poupins de la dame Vénus, laquelle, comme déesse de bon entendement, préfère les gendarmes à tous autres, fort dédaigneuse de son boiteux et cornard de mari. C'est pourquoi j'ai bien voulu condescendre à m'humaniser, et voyant que Cupidon n'osait se hasarder à décocher sa flèche à pointe d'or contre un vaillant de mon calibre, je lui ai fait un petit signe d'encouragement. Même pour que son dard pût pénétrer en ce généreux cœur de lion, j'ai dépouillé cette cotte de maille faite des anneaux donnés par les déesses, impératrices, reines, infantes, princesses et grandes de tout pays, mes illustres amants, dont la Puis-je entrer, chère Yolande? Oh, bruyère. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Prenez ce tabouret près de moi. Mon oncle dort, comme vous pouvez le constater. Tout l'ensommeil, le cher homme. Mais je ne voulais pas venir seule. Il me fallait un chaperon. Que dites-vous de ce capitaine Fracasse, Marquis? Ma foi, il faut reconnaître que cet histrion ne manque pas de talent, de savoir-faire. Vous faites mal à propos le discret.
J'ai bien deviné que ce matamor n'est autre que le baron de Sigognac. Ne l'ai-je pas vu partir de sa tour à hibou en compagnie de cette bohémienne qui joue les ingénus d'un air si confit? Et n'était-il pas en votre château à la suite des comédiens? À sa mine niaise, je n'eusse pas cru qu'il fût si parfait baladin et si vaillant compagnon. Car on m'a parlé du fameux duel. On ne parle même que de cela dans tout Poitiers. Il a beau dire, elle est jalouse, notre belle Yolande de Foix. Tiens, et qui est cette dame masquée dans cette loge là-bas? On dirait que cette tournure, cette attitude me rappelle la marquise, ma femme. Mais ce n'est pas possible. Elle est au château, je l'ai laissée comme une épouse sage et patiente qu'elle est. Il faut que j'en ai le cœur net. Pardonnez-moi d'avoir à vous quitter si tôt, cher ami, mais je viens de me rappeler. Allez, cher ami, allez. La rumeur publique m'a aussi confié votre secret. Je n'aurais garde de vous retenir plus longtemps. Décidément, tout se sait dans Poitiers. Parti. Mais c'est bien son parfum. Diable. Serait-elle amoureuse de ce Léandre? Heureusement, j'ai fait bastonner ce fat par avance. Je suis en règle de ce côté-là. Oh Baron, vous avez joué d'une façon admirable et fantasque. Mais il ne faut point se livrer de la sorte. Un tel feu vous consumerait bientôt. L'art du comédien est de se ménager et de ne présenter que l'apparence des choses. Il doit être froid en brûlant les planches et rester tranquille au milieu des plus grandes furies. Jamais acteur n'a présenté si au vif l'emphase, l'impertinence et la folie de Matamor. Et si vous pouviez retrouver ces effets d'improvisation, vous emporteriez dessus tous autres la palme comique. N'est-ce pas que j'ai bien rempli mon personnage? Oh. Je me sentais moi-même fort burlesque et fort bouffon dans la scène où ma tête passe à travers la guitare que Léandre me casse sur le crâne. Vous faisiez la mine la plus hétéroclitement furibonde et risible qui se puisse imaginer. Ah, mademoiselle Yolande de Foix, cette personne si belle, si fière, si noble, si sérieuse, a daigné en sourire. Ah oui? Je l'ai bien vu. Elle se met un grand honneur d'avoir diverti cette beauté. Pardon. Ce succès qui nous enivre, nous autres, pauvres baladins de profession, doit être indifférent à une personne de votre qualité, bien au-dessus des applaudissements même illustres. Non, vous ne m'aviez point fâché, brave Hérode. Il faut faire bien tout ce qu'on fait. Mais je ne pouvais m'empêcher de songer que ma jeunesse avait espéré d'autres triomphes. Monsieur Léandre. Ah, te voilà, toi. Où est la marquise? Je l'ai vu quitter sa loge à l'entracte. Voici une lettre qu'elle m'a chargé de vous remettre. En même temps que cette boîte. Merci. Hé, attends. Ma maîtresse a dit qu'il n'y avait pas de réponse. Pas de réponse. Cher Léandre, je crains bien que mon mari ne m'ait reconnu malgré mon masque. Je me suis retiré en toute hâte pour n'être pas surprise. La prudence, si contraire à l'amour, nous prescrit de ne pas nous voir cette nuit au pavillon. En attendant des occasions plus heureuses et plus commodes, veuillez bien porter cette chaîne d'or que mon page vous remettra. Puisse-t-elle vous faire souvenir de celle qui ne vous oubliera jamais et vous aimera toujours. Celle qui, pour vous, n'est que Marie. Hélas, voilà mon beau roman fini.
Ah, charmante marquise, comme je vous eusse aimé longtemps. Soyez tranquille, je ne vous compromettrai point par des flammes indiscrètes. Ce brutal mari me navrerait sans pitié et plongerait le fer dans votre blanche poitrine. Oh non, point de ces tueries sauvages, mieux faites pour les tragédies que pour la vie commune. Dû mon cœur enseigné, je ne chercherai point à vous revoir et me contenterai de baiser cette chaîne, moins fragile et plus pesante que celle qui nous a un instant unis. Combien peut-elle valoir? Oh, 1000 ducats pour le moins, en juger par sa lourdeur. Comme j'ai raison d'aimer les grandes dames. Elles n'ont d'inconvénient que les coups de bâton et les coups d'épée qu'on risque à leur service. En somme, l'aventure s'arrête au bel endroit. Ne nous plaignons pas. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre, Isabelle trouva au milieu de la table une cassette placée de manière à forcer le regard le plus distrait de la voir. Un papier plié était posé sous un des angles de la boîte qui devait contenir des choses fort précieuses, car elle était déjà un joyau elle-même. Le papier n'était point scellé et contenait ces mots d'une écriture tremblée et péniblement formée comme celle d'une main dont l'usage n'est pas libre. Pour Isabelle. Une rougeur d'indignation monta aux joues de la comédienne à l'aspect de ces présents dont plus d'une vertu eût été ébranlée. Sans même ouvrir la cassette, par curiosité féminine, elle appela Maître Bilot. Vous m'avez fait appeler, mademoiselle Isabelle? Oui, Maître Bilot. Est-ce vous qui avez déposé sur ma table cette boîte enveloppée de ce papier où il est écrit « Pour Isabelle » ? Oh, pour ça, non. Je vous en fais bien le serment. L'écriture est tremblée. Celui qui a écrit cela n'avait pas la main très sûre. Il est facile de deviner qu'il a été récemment blessé dans un duel. J'avoue ne rien savoir de ce dépôt dans votre chambre. Tirez cela d'ici et rendez cette boîte infâme. Elle contient sûrement quelques joyaux destinés à parer votre beauté. Peu importe. Rendez ceci à son propriétaire, voulez-vous? Et surtout, ne sonnez mot de la chose au capitaine. Quoique ma conduite ne soit en rien coupable, il pourrait entrer en des furies et faire des esclandres dont souffrirait ma réputation. Oui, mademoiselle Isabelle. Là, c'est sans doute une précaution inutile, mais Sigognac m'a bien recommandé de tirer le verrou. Non, il n'oserait pas. La fenêtre est fermée également. Il n'y a que cet œil de bœuf là-haut. Mais il faudrait être un enfant pour... Une tête basanée, à longs cheveux noirs ébouriffés, était apparue dans l'étroite ouverture. La dame au collier. Oh! Une petite fille de 8 à 10 ans se laissa bientôt tomber sur le plancher, sans faire plus de bruit qu'une plume. Arrête! Où vas-tu? Appelez, pour qu'on te fasse sortir de ma chambre. Chut, ne crie pas. Tu ne cours aucun danger. Souviens-toi, Chiquita a dit qu'elle ne couperait jamais le col à la dame qui lui a donné les perles qu'elle avait envie de voler. Mais que viens-tu faire ici, malheureux enfant? Ouvrir le verrou que tu pousses tous les soirs. On m'a choisi pour ça parce que je suis agile et mince comme une couleuvre. Il y a guère de trou par où je ne puisse passer. Et pourquoi voulait-on te faire ouvrir le verrou? Pour que les hommes puissent entrer et t'emporter. Mon Dieu, je suis perdue. Non pas, puisque je laisserai le verrou fermé. Ils n'oseraient forcer la porte. Ça ferait du bruit. On viendrait et on les prendrait. Pas si bête. Mais j'aurais crié. Je me serais accrochée au mur, on m'aurait entendu. Ah, un bâillon étouffe les cris. Une couverture roulée autour du corps empêche les mouvements. C'est très facile. Le valet d'écurie était gagné et il devait ouvrir la porte de derrière.
Qui a tramé cette machination odieuse? Le Seigneur qui a donné de l'argent. Oh, beaucoup d'argent, plein les bars. Mais c'est égal. Tu m'as fait cadeau des perles. Je dirai aux autres que tu ne dormais pas, qu'il y avait un homme dans ta chambre, et que c'est un coup manqué. Ils s'en iront. Oh, laisse-moi te regarder. Oh, tu es belle. Et je t'aime. Oh oui, beaucoup. Presque autant qu'Agostine. Merci, Chiquita. Je vais te faire un cadeau à mon tour. Tiens, prends. Un couteau? Le couteau de mon père. Garde-le. C'est une bonne lame. Mais je ne veux pas. Quand cette vipère vous pique, pas de remède dans la boutique. Vois-tu, on donne le coup comme ça. Hein, de bas en haut. Le fer entre mieux. Porte-le dans ton corsage. Et quand les méchants voudront te contrarier, paf, tu leur fendras le ventre. Cette leçon de couteau donnée la nuit, dans cette situation étrange, par cette petite voleuse hagarde et demi-folle, produisait sur Isabelle l'effet d'un de ces cauchemars qu'on essaie en vain de secouer. Tiens le couteau dans ta main, de la sorte, les doigts bien serrés. On te fera rien. Et maintenant, je m'en vais. Adieu. Souviens-toi de Chiquita. Passe par les trous de serrure. Danse sur la pointe des grilles et se les tes sombres bouteilles. Sans se le de mal, bien malade la frappera. Isabelle attendit le jour avec impatience, sans pouvoir fermer l'œil. Au matin, elle raconta son aventure à ses camarades. Sigognac, furieux, ne parlait de rien de moins que saccager la maison du duc de Vallombreuse, à qui il attribuait sans hésiter cette tentative scélérate. Les choses se gâtent. Mais t'as vu qu'il serait urgent de ployer nos décorations et d'aller nous perdre, ou plutôt nous sauver, en cet océan de Paris. Bien parlé, Blasius. Nous partirons demain matin. D'ici là, je ferai bonne garde. De Poitiers jusqu'à Paris, il n'arriva point d'aventure qui mérite d'être racontée. Nos comédiens avaient la bourse bien garnie et marchaient rondement, pouvant louer des chevaux et faire de bonnes traites. À Tours et à Orléans, la troupe s'arrêta pour donner quelques représentations dont la recette satisfit Hérode. Sigognac couchait dans la chambre la plus voisine de celle d'Isabelle, l'épée sous le chevet et tout habillé, en cas d'algarade nocturne. Enfin, on arriva vers 4 heures du soir. L'hôtellerie choisie par Blasius était située rue Dauphine. Au moment où un valet venait dire aux comédiens que leur chambre était prête, un voyageur entra. C'était un homme d'une trentaine d'années, de haute taille, de physionomie déplaisante qui ne semblait pas inconnue à Sigognac. Mais ce dernier battit vainement le rappel de ses souvenirs. Pardieu, nous avons bien mangé. Et trop bu en ce qui te concerne, Blasius. Oh. Dors bien et ne ronfle pas, par pitié. Barricadez-vous bien dans votre réduit, chère Isabelle. Il y a tant de gens dans ces hôtelleries qu'on ne saurait trop prendre de sûreté. Ne craignez rien, cher baron. Ma porte ferme par une serrure à 3 tours qui pourrait clore une prison. Il y a de plus un verrou long comme le bras, la fenêtre est grillée, et nul œil de bœuf n'ouvre au mur sa prunelle sombre. Jamais princesse de conte de fées menacée d'un sort n'aurait été plus en sûreté dans sa tour gardée par des dragons. Parfois, les enchantements sont vains, et l'ennemi pénètre en la place, malgré les phylactères et les abracadabras. C'est que la princesse favorisait l'ennemi de quelque complicité curieuse ou amoureuse, s'ennuyant d'être ainsi recluse, encore que ce fût pour son bien, ce qui n'est pas mon cas. Vous,
qui égalez en courage Alexandre et César, dormez sur l'une et l'autre oreille. Comme Sigognac atteignait sa chambre, il vit passer sur la muraille, découpée par la lumière du falot qui éclairait le corridor, l'ombre d'un homme qu'il n'avait pas entendu venir et dont le corps le frôla presque. C'était l'inconnu rencontré quelques heures plus tôt. Une porte retombant avec un bruit que le silence qui commençait à régner dans l'auberge rendit plus perceptible, lui apprit que l'homme était entré chez lui. N'ayant pas envie de dormir, Sigognac se mit à écrire une lettre au brave Pierre. Il eut soin de former bien distinctement les caractères, car le fidèle domestique n'était pas grand docteur et n'épelait guère que la lettre moulée. Mon bon Pierre, me voici enfin à Paris, où, à ce qu'on prétend, je dois faire fortune. Quelque heureuse occasion peut me rapprocher de la cour, et si je parviens à parler au roi, les services rendus par mes aïeux à ses prédécesseurs me seront sans doute comptés. En attendant, faute d'autres ressources, je joue la comédie. Et j'ai à ce métier gagné quelques pistoles dont je t'enverrai une part dès que j'aurai trouvé une occasion sûre. La seule aventure de marque que j'ai eue en ce long voyage, c'est un duel avec un certain duc, fort méchant et très grand spadassin, dont je suis sorti à ma gloire grâce à tes bonnes leçons. Je lui ai traversé le bras de part en part, et rien ne m'était plus facile que de le coucher mort sur le pré. J'aurais pu le dépêcher au moyen d'un de ces coups irrésistibles que tu m'as enseignés avec tant de patience. Il paraît que je suis décidément une fine lame. Mais laissons cela. Je pense souvent à ce pauvre vieux château où j'ai passé ma triste jeunesse. De loin, il ne me paraît plus si laid ni si maussade. Même, il y a des moments où je me promène en idée à travers ces salles désertes, et cette rêverie me cause une sorte de plaisir mélancolique. Cela me ferait aussi une vive joie de revoir ta bonne vieille face brunie par le soleil. Et pourquoi rougirais-je de le dire ? Je voudrais bien entendre le rouet de Belzébuth, la boie de Miro et le hennissement de Bayard. As-tu pu au moins les empêcher de mourir de faim ? Tâchez de vivre tous jusqu'à ce que je revienne, pauvre ou riche, heureux ou désespéré, pour partager mon désastre ou ma fortune. Si je dois être le dernier des Sigognac, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a encore pour moi une place vide dans le caveau de mes pères. Mais qu'est-ce que... Oh, il y a quelqu'un là dehors. Il faut que je sache. En voilà un. 2. 3. 4. Il me faut les voir. Mais soufflons d'abord ma bougie. Pourvu que la porte ne grince pas. 4. C'est bien cela. Ils sont massés devant la porte de la chambre d'Isabelle. Et l'homme de cet après-midi est avec eux, bien entendu. Il n'y a pas à douter, ce sont là les hommes de main du duc de Vallombreuse. Ceux qui nous ont assaillis à Poitiers. Ils nous ont suivis jusqu'ici. Leur maître n'a donc pas renoncé. Allons-y. Y a-t-il quelqu'un ? Oh ! Bonsoir, messieurs.
Vous cherchez à vous loger, sans doute. Ah, non, je crains fort que toutes les chambres soient occupées. Qu'est-ce que ceci? Une pince. Instrument propre à forcer les portes, si je ne me trompe. Les voilà qui s'en vont. Bon débarras.